Voilà, 18h à Kinshasa, 19h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Qui dit Est, nous allons parler des troupes ougandaises en République démocratique du Congo. Pour quelle finalité? Parce qu'on a suivi au travers des médias qu'il y aurait un feu vert accordé à ces troupes ougandaises de pouvoir traquer les ADF ici sous le sol congolais. Nous allons en parler avec Blanchard et avec lui on va aussi revenir sur ce qu'a été certainement le point de presse de la CENCO. Et notre deuxième invité, c'est le développement, quel apport de la jeunesse en République démocratique du Congo et aussi commission ou parler de sécurité sociale avec John Lungila. Voilà ce qui fera certainement la charpente de notre Kinshasa Direct. C'est tout de suite. Kongo naijua sasa hivi ilikuwa haipo tena. Ni Kongo ambayo ilikuwa ni vipande. Kwa hiyo wananchi wa Kongo watakumbuka kwamba tuliweza kuunganisha nchi na tumeweza kuhakikisha kwamba tunayo stability ya uchumi. Le développement de la République démocratique du Congo, quel apport que pourra apporter la jeunesse? Nous allons parler avec M. Gloire Kipaka, coordonnateur d'Horizon 2028. Bienvenue, M. Gloire. Merci. Voilà, ça c'est la deuxième fois qu'on vous a reçu sur ces plateaux. L'année passée, c'était l'année passée, en 2020. C'était l'année dernière, oui. Voilà, l'année dernière. Maintenant, cette fois-ci, vous songez certainement aux jeunes, que Exactement. le jeune puisse se développer et vous avez mis l'échéance, c'est 2028. Exactement, oui. Ok. Pourquoi 2028? Pourquoi 2028? Comme je l'ai expliqué l'année dernière, il faut en moyenne 10 ans pour transformer la mentalité d'un peuple. 10 ans. Nous, on parle plus de transformation de la mentalité et pas du changement. Parce que dès lors qu'on tend vers le changement, on ne maîtrise pas tous les process pour faire changer la mentalité des personnes. Nous, on parle de transformation. On a initié plusieurs projets. On a commencé par la France. Parce que je viens de la France, il faut d'abord commencer en France, là où je suis, avant de venir ici en République démocratique du Congo. Et on s'est fixé pour 10 ans, plus ou moins, pour réaliser nos projets aussi bien en France qu'en République démocratique du Congo. Voilà, vous parlez des projets. Quels sont les projets que vous comptez réaliser dans pratiquement 10 ans? L'année passée, je vous ai reçu, vous parlez toujours de 2028. Exactement. 2028, ce n'est pas 10 ans.
2028, c'est pas 10 ans, mais on a c'est pas commencé 10 ans. en France. Oui. En 2028, le projet ne va pas s'arrêter. Mm. En 2028, ça va simplement nous permettre de faire ce qu'on appelle un bilan biennal. C'est-à-dire on sera en mesure de mesurer l'impact social de tous les projets qui ont été initiés, aussi bien en France, en Belgique, en Suisse et aussi en République démocratique du Congo. Voilà. En France, et alors en France, en Suisse, qu'est-ce que vous avez déjà réalisé comme projet, concrètement? En France, ce Parce qu'on a que fait, quand on parle de projet, c'est un peu abstrait. Il faut vraiment qu'on soit pragmatique. Quoi? Qu'est-ce que vous avez bien déjà fait? entendu, en France, ce qu'on a fait, on a réalisé une étude sur la diaspora congolaise. Je me suis posé une question. Quel est l'apport de l'homme congolais en France? Je suis parti aussi bien à Château-Rouge, dans plusieurs villes où la communauté est bien représentée. On a mis en place un questionnaire. Et en France, depuis 2020, on a mis en place un dispositif d'accompagnement scolaire pour les jeunes qui ont des difficultés scolaires. S'il y a une famille congolaise qui nous contacte en disant « Monsieur Gloire, ma fille ou mon fils a des difficultés scolaires », nous on s'engage à trouver un bénévole qui va se rendre disponible 1 à 2 fois par semaine pour apporter un soutien scolaire à l'enfant. Notre vision, elle est claire. Nous ne souhaitons laisser aucun Congolais en France sur le bord de la route. Aussi bien des Congolais qui sont des immigrés économiques, aussi bien des immigrés politiques. On veut vraiment faire en sorte que chaque Congolais puisse être acteur du développement de la République démocratique du Congo. Alors, chaque Congolais, vous voulez qu'il soit acteur de la République démocratique du Congo, mais l'on se rend compte déjà au niveau de la diaspora, il y a une classe là, c'est comme si qui ne veut pas les développements des autres. Hein? Il y a Bokecho et les autres, et vous qui venez certainement de la diaspora, c'est comme si vous ne faites rien, c'est comme si vous vous appuyez ce qu'ils sont en train de faire. Alors, il y a une chose, il faut dissocier. Il y a la diaspora, c'est-à-dire des personnes qui ont émigré, des émigrés politiques ou économiques, qui sont partis en Europe. Et il y a notre jeunesse à nous, des personnes qui sont nées ou grandies au sein de la diaspora. Nous, on a une autre vision. On s'intéresse à la politique, mais on ne se mêle pas des affaires politiciennes. Bokechu, c'est une personne qui a son histoire, qui a son vécu. Je ne connais pas son histoire. Il a peut-être ses raisons ou non de faire ce qu'il fait. On ne le soutient pas. Simplement, c'est des personnes, on peut s'asseoir avec eux autour d'une table pour essayer de comprendre l'origine de leur combat. Pourquoi ils font ce qu'ils font. Moi, ce que j'ai envie de dire aux combattants, c'est on doit s'asseoir sur une table. On a tous envie que la RDC aille de l'avant. On a tous envie que la RDC se développe. Au lieu de mettre les bâtons dans le roue du président de la République qui a envie de faire des bonnes choses, rien n'est parfait, bien entendu. Mais dès lors qu'il y a des actions qui sont lancées, on ne peut pas satisfaire à toutes les demandes. Mais simplement, au sein de la diaspora, on doit être solidaires entre nous. Oui, mais cette barbarie ou cette violence, il y a certains Congolais qui ne parviennent pas à aller au niveau de la diaspora, au niveau de la France, au niveau de la Belgique. Ils ont peur pour leur vie. Mais en fait, j'ai envie de dire, ils ne doivent pas avoir peur. Au sein de la diaspora, il y a la loi. On ne peut pas te tabasser sans raison. Et puis même si on te frappe, tu as le droit de porter plainte. Les personnes, des politiciens qui ont envie de venir au sein de la diaspora, ils peuvent le faire. Il y a quelques semaines, le ministre de la Jeunesse, il est venu en France, il a organisé une rencontre avec la jeunesse de la diaspora. On a pu discuter librement en toute transparence. Et qu'est-ce que vous l'avez dit? Vous avez dit quoi au ministre? Moi, ce que j'ai dit au ministre de la Jeunesse, c'est simplement de dire que on ne doit pas mettre la jeunesse de la diaspora sur un piédestal, en fait. On doit nous traiter sur le même pied d'égalité que la jeunesse qui vit en RDC. Parce que nous, au sein de la diaspora, on est des privilégiés. On a grandi dans un environnement où on a pu acquérir une connaissance et un savoir. Donc, si on revient ici en RDC, on doit être mis sur le même pied d'égalité que nos frères. Moi, quand je viens en RDC, je ne viens pas avec l'optique de coloniser la RDC. Je ne viens pas avec l'optique de pouvoir bénéficier d'un privilège quelconque. Bien au contraire, je viens pour collaborer main dans la main avec la jeunesse congolaise. Et ce que moi j'ai dit au ministre, c'est avant de tendre une perche, de favoriser la création de ponts entre la RDC et la diaspora pour permettre à la jeunesse diaspora de revenir en RDC, on doit d'abord se soucier de l'avenir de la jeunesse congolaise qui vit ici. Parce que si nous autres, nous sommes des privilégiés, on vient ici, qu'on le veuille ou non, il y aura de la frustration auprès de la jeunesse qui vit en RDC. Parce que ceux qui sont ici, ils se sont battus, comme par exemple bien entendu, bien sûr. Au niveau de l'UDPS, ce sont des jeunes qui se sont battus ici, mais ceux qui commencent à bénéficier, c'est souvent la diaspora, alors que ça commence beaucoup plus à jaser, à faire jaser. Il y a des frustrations en interne et puis ça ne favorise pas un bon climat. Justement, cette colère-là, je l'entends, je peux la comprendre. D'où il est important de pouvoir s'asseoir autour d'une table, je ne parle pas uniquement des jeunes, qu'on puisse réfléchir ensemble. Nous, en 2028, ce qu'on fait, on le dit même, c'est favoriser la création des ponts entre la jeunesse de la diaspora et la jeunesse congolaise. Nous, on a les outils, mais la jeunesse congolaise, en République démocratique du Congo,
ont la connaissance du terrain. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent de quoi la population a besoin. Par exemple, nous, on peut venir, on va dire, notre priorité à nous, c'est de construire des trains, des trams ou des métros. Mais est-ce que c'est la priorité de la jeunesse congolaise? Pas forcément. Raison pour laquelle tous les projets qui vont être initiés par Horizon 2028 en RDC, on va d'abord soumettre un questionnaire à la population locale pour réellement identifier les besoins spécifiques de la population. Si on choisit un quartier un quartier quelconque, que ce soit à Bandal ou à Ndjili, ils nous disent, nous, notre priorité, ce n'est pas les routes, c'est simplement avoir une maternité gratuite, rénover les écoles. On va suivre leurs besoins à eux. Ce n'est pas à nous d'imposer notre vision. Nous, on vit avec une vision où on est né, on a grandi dans un pays où tout a été construit. Donc quand on vient ici, on doit se mettre, je ne dirais pas au même niveau parce que c'est péjoratif, mais on doit comprendre la réalité. On doit inverser nos rôles. On prend la place des locaux et les locaux, ils se mettent à notre place à nous pour pouvoir se comprendre, pour pas qu'il y ait de la frustration des parts et d'autres. Voilà. Et maintenant, vous, quand vous êtes venu ici au Congo, vous avez apporté quoi? Qu'est-ce que j'ai apporté? J'ai envie de vous dire, pour l'instant, je ne peux rien apporter à mon pays. Pourquoi? Pourquoi? Parce que il y a des réalités que nous, en France, on pense que c'est réel, mais quand on vit en RDC, on fait face à des barrières qui sont invisibles. Comme quoi, par exemple? Comme quoi, j'ai envie de vous dire, il y a des personnes, je viens en RDC, j'ai envie d'investir. Mais est-ce que j'aurai les mêmes droits que les étrangers qui viennent investir ici en RDC? Je ne pense pas. Raison pour laquelle nous, en 2028, on a pu mettre en place une collaboration avec la présidence de la République, le cabinet de Mme Chantal Yellow-Moulop, dans le cadre du programme Zongamboka du chef de l'État, qui appelle la jeunesse congolaise de venir ici. Mais sauf qu'on a davantage besoin de soutien. Nous, on revient ici, on veut construire. On ne cherche pas avant tout à s'enrichir. Ce qu'on veut avant tout, c'est développer l'économie circulaire, c'est-à-dire développer l'entrepreneuriat social, pour faire en sorte que l'argent puisse circuler dans la communauté, pour que ça puisse bénéficier à l'ensemble de la population congolaise. C'est-à-dire que quand nous, on vient ici pour investir, on doit avoir les mêmes droits que certaines personnes qui viennent avec des grosses sommes. Et nous, avant tout, on est des enfants du pays. C'est notre pays, c'est les RDC, on aime les RDC. Et on a envie de s'investir, sauf que quand on fait face à des difficultés, il y a des barrières invisibles que personne ne voit, il y a certaines personnes qui n'ont pas envie de revenir au pays. Voilà, la même question que je vais vous la reposer. Depuis quand vous êtes en France? Depuis 99. 99? Oui. Là, vous aviez quel âge? J'ai 33 ans. Ah, non, là, vous aviez quel âge? Ah, j'avais 11 ans. 11 ans. Ok, merci. Merci surtout de votre passage. Tout de suite, on va parler de la République démocratique du Congo, de la CENCO, des troupes ougandaises en RDC avec Blanchard. C'est tout de suite. Bonsoir mesdames et messieurs, merci de vous rejoindre à nous. C'est un plaisir. Je crois comprendre que votre organisation reçoit de nombreux dons. Oui, nous parlons des souffrances du peuple congolais en Europe et en Amérique et nous récoltons beaucoup d'argent. Et tout cet argent, vous le redistribuez au peuple congolais? Comment? Mais pas du tout. Alors qu'en faites-vous? Nous produisons des rapports. Et à quoi servent-ils tous ces rapports? Beaucoup de choses. On peut les lire, on peut les classer, on peut les laisser traîner dans les tiroirs. Attendez, j'essaie de comprendre. Vous réunissez des fonds pour combattre les compagnies minières internationales qui créent des emplois et payent des impôts au Congo. Des impôts qui servent à construire des routes, des écoles, des hôpitaux. Oui, il fait chaud là, non? J'ai vraiment chaud. Mais que faites-vous pour le peuple congolais concrètement? Nous produisons des rapports. Donc, concrètement, vous récupérez des dons destinés au peuple congolais pour rédiger des rapports. Vous, chez vous, demandez-vous vraiment ce que vous importent les ONG? Qu'est-ce que vous en retirez? Des rapports! Voilà, la CENCO, on va en parler aujourd'hui. Aussi, on va parler des troupes ougandaises en République démocratique du Congo avec M. Blanchard de la MOCA. Bienvenue, M. Blanchard. Monsieur Blanchard de Nouvel Élan. De Nouvel Élan. D'abord et puis la MOCA Voilà, par la la MOCA. suite. Effectivement. Merci beaucoup. Monsieur Blanchard, l'actualité oblige. Il y aurait l'accord ou il y aurait un feu vert des troupes ougandaises pour venir traquer les ADF en République démocratique du Congo. Comment vous trouvez cette décision qui a été prise? Parce qu'on a suivi sur des médias, on a suivi sur RFI qu'il y aurait un feu vert accordé par le chef de l'État.
Bien, d'abord, merci de l'opportunité que vous nous accordez de partager notre lecture avec les nombreux téléspectateurs qui nous suivent en ces moments. D'entrée de jeu, je suis tenté de commencer par ce que j'ai entendu de Yoweri Museveni, parce que Museveni dit que lorsque on est fragile, on permet à ce que les troupes étrangères entrent dans votre pays pour trouver des solutions à la sécurité ou la sécurisation de vos frontières. C'est comme si vous souffrez de ce qu'il a appelé le sida politique. Donc, notre pays, en tant qu'un État souverain, c'est absurde, c'est anormal de comprendre que les pays tels que l'Ouganda, le Rwanda, les pays qui sont reconnus mondialement, il y a des rapports des experts des Nations Unies, il y a même un arrêt de la Cour internationale de justice qui condamne l'Ouganda à nous payer 10 milliards de dollars pour avoir... Ça s'est jamais fait. Ça s'est jamais fait. Pourquoi? Parce qu'il y a aujourd'hui le régime actuel de M. Tshilombo qui n'a pas voulu. Parce qu'après plusieurs années de tergiversation, ils ont finalement eu la pression pour pouvoir payer cette somme. Mais c'est M. Tshilombo qui leur avait demandé de reporter cela sine die pour ne pas permettre au peuple congolais, bien évidemment, M. Tshilombo, il a demandé à l'Ouganda de payer en tout cas, ces dommages d'intérêt à une date, en tout cas ultérieure, lorsqu'il voudrait. Voilà, c'est toute la question que nous nous posons. Mais lorsque aujourd'hui nous constatons que là où l'Ouganda a tenté pendant plus d'une décennie de s'installer en République démocratique du Congo, d'entrer dans le sol congolais, ils n'ont pas pu. Mais aujourd'hui, c'est M. Tshilombo qui donne l'accès à ces troupes officiellement d'entrer sur le sol congolais. Ça, nous disons que c'est très grave. Et ce qui est encore d'autant plus, en tout cas, je dirais, insultant pour le peuple congolais, c'est là où la Constitution dit que lorsque vous voulez passer un tel accord entre un pays étranger où vous voulez permettre à ce que ces troupes entrent dans le territoire congolais, sur le sol congolais, il faudrait recueillir l'avis du Parlement pour essayer de voir le contour de cet accord. Mais nous constatons que messieurs s'est permis de décider tout bonnement sans tenir compte de ce que le peuple a décidé dans la loi fondamentale. Il s'est en passé pour donner l'accord à Museveni. Je ne sais pas moi, peut-être c'est sans l'accord du Parlement. Le Parlement, bien évidemment. Et là, moi, je profite. Le Parlement n'a pas été saisi. Le Parlement n'a pas été saisi officiellement. On a entendu un député dire que non, ils sont informés, tout ça. Mais par quel mécanisme? Ce n'est pas parce que vous êtes amis du responsable. Mais parmi les recommandations de la Commission Défense et Sécurité, ils ont demandé, donc il y a plusieurs recommandations pour mettre fin à l'insécurité dans l'Est. Ils ont demandé à ce qu'il y ait aussi l'appui de certains États comme l'Ouganda, le Rwanda. Ça fait partie des recommandations de la Commission de sécurité et défense. Mais moi, je pense qu'il faudrait bien réfléchir, il faudrait bien analyser cette question. Lorsqu'il parle de l'appui, en quels termes? Je peux, à mon niveau, comprendre que lorsqu'il parle d'appui, c'est de mettre ces États en branle, en mouvement, de manière à faire à ce que les forces négatives qui proviennent de leurs États ne descendent pas, n'entrent pas jusque sur le sol congolais. Mais lorsqu'on parle d'appui en termes de faire passer les troupes étrangères, ici, puisque nous parlons de l'Ouganda en l'occurrence, qu'ils entrent dans le territoire, dans le sol congolais, alors qu'ils ne... En tout cas, ils ne peuvent pas entrer sous prétexte c'est coalisé contre les forces négatives, telles que vous le dites. Où est le mal en ça? Mais là, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu de crise ou ce que l'on peut considérer de crise de souveraineté, crise même de légitimité, parce que lorsque un État est souverain, cet État a des attributs. Et parmi ces attributs, nous avons le côté défense et sécurité. Nous ne pouvons pas, lorsque nous avons une armée nationale, une armée républicaine redoutable, nous ne pouvons pas aller recourir à une armée étrangère pour mettre un terme à l'insécurité dans la partie est de notre pays. Parce que c'est
troupes qui vont entrer, cette armée étrangère qui va entrer ne viendra pas travailler pour l'intérêt de la République démocratique du Congo et ses filles et fils. Ils vont travailler pour leurs propres intérêts. Nous avions vu cela avec l'armée rwandaise en 1997. Et aujourd'hui, tous nous savons la démarche, la vision, les mobiles de Museveni par rapport à notre territoire, par rapport au sol congolais. Mais lorsque l'on donne accès libre de manière officielle à cet État, à ces messieurs Museveni, alors que nous connaissons tous ces mobiles, nous connaissons tous Est-ce que ce n'est pas une sa stratégie, motivation. ce n'est pas une stratégie du président de voir aussi l'intention des Ougandais? Parce qu'à chaque fois que notre armée fait face à ces troupes-là négatives, il n'y a toujours pas de résultats. Alors, il veut aussi que les Ougandais puissent entrer et puis voir quelle est leur intention réellement. Non, mais moi je pense que l'intention de l'Ouganda, nous ne pouvons pas aller chercher dans, je ne sais pas moi, non. Nous devons clairement comprendre que l'Ouganda, le Rwanda notamment, sont des pays agresseurs de la République démocratique du Congo. Ça, ce n'est pas moi, Blanchard Mongomba, qui l'ai dit. Il y a des rapports, comme je l'ai dit, qui l'attestent et qui l'approuvent de manière très claire. Mais maintenant, nous, en tant que pays, en tant qu'État souverain, ce que nous devons faire, c'est plutôt de nous poser la question, ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que notre armée n'arrive pas à finir définitivement avec ces forces négatives? C'est aussi un aveu d'échec de l'état des sièges. Ben, bien évidemment, parce que lorsque vous êtes pendant l'état de siège, les frontières sont censées être fermées, on ne permet pas l'accès aux troupes étrangères, on ne permet pas, mais on va faire un aveu d'impuissance, non seulement de l'État en tant qu'entité souveraine, mais l'on fait aussi un aveu d'impuissance de la stratégie mise en place pour traquer ces forces négatives. Ça, je crois que si l'on était sérieux, si ces régimes étaient vraiment sérieux, ils auraient pu simplement démissionner pour avoir prouvé aux yeux du monde qu'ils sont incapables de sécuriser les frontières de la République démocratique du Congo et les filles et fils de notre Alors, quelles pays. sont les implications qu'on aurait lorsque le président a pris seul cette décision, sans pour autant consulter l'Assemblée nationale, parce que jusque-là, il y a certains députés qui le disent, qui ne sont pas informés. D'ailleurs, il y a même des députés qui ont déposé une question écrite au ministre de la Défense pour un peu avoir beaucoup plus d'informations, parce qu'ils ont appris au travers des médias, ils veulent être saisis officiellement. D'abord, j'ouvre une parenthèse. Je veux ici interpeller, quoi qu'il soit, entre guillemets, en prison, M. Vital Kamerhe. Je pense que c'est ici l'occasion pour lui de finir définitivement avec M. Tshilombo. De finir avec lui. Ça? Parce que, justement, M. Vital Kamerhe, ça, je salue, parce qu'à l'époque, il a dû dénoncer l'attitude de M. Kabila lorsqu'il avait déclaré qu'il fallait accepter l'entrée des troupes rwandaises en République démocratique du Congo. Monsieur Vital Kamerhe, lorsqu'on lui pose la question sur Okapi, il dit qu'il n'était pas informé et il ne permet pas en tant que Parlement. Et c'est ce qui avait causé justement ce qui était à la base du divorce entre messieurs Vital Kamerhe et monsieur Kabila. Je crois qu'aujourd'hui, pour avoir fait la même chose que Kabila, M. Kamerhe doit dénoncer publiquement M. Tshilombo et rompre avec lui. Parce que là, il est encore... Définitivement. Parce que c'est ce qui lui a mené justement à rompre politiquement avec M. Kabila. Et je crois qu'ici, c'est une occasion pour M. Kamerhe, non seulement qu'il est arrêté injustement par M. Tshilombo par rapport à tout ce qui s'est passé, je ne veux pas revenir, je ne fais pas non plus son avocat, mais je vois la cause, je vois ce qui a amené M. Kamerhe à quitter M. Kabila. C'est la même chose aujourd'hui que M. Tshilombo, qui est son compagnon, entre guillemets, de lutte par rapport à Nairobi, vient de faire. Donc, M. Kamerhe doit dénoncer et quitter définitivement M. Tshilombo. S'il ne le fait pas, je crois que le peuple sera témoin et va tirer toutes les conséquences. Mais maintenant, par rapport à l'Assemblée nationale, je crois que nos amis qui sont là, quoique pour la plupart illégitimes et nommés, ils doivent... Illégitimes.
Pour la plupart, parce que nous savons qu'il y a... Même Mouzito aussi, il est légitime aussi. Je parle de la plupart. Ouais. Monsieur Mouzito, vous savez, il est parmi les 5 maires élus. Il a été élu, en tout cas, en bonne et due forme, par le peuple, par sa base de Kikwit. Mais la plupart, parmi les 500 députés qui sont là, plus de 450 ont été nommés. Et je pense que ici, nos compatriotes qui sont au niveau de l'Assemblée nationale doivent prendre les choses au sérieux et demander à, justement, messieurs, d'abord ces ministres-là, ils doivent répondre, et je sais qu'il n'aura pas de réponse claire et nette à donner. Et pourvu que ça soit aussi inscrit, parce qu'il peut déposer, mais voilà, jusque-là... C'est là où nous disons que ces députés-là doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent savoir. Aujourd'hui, même le président de l'Assemblée nationale peut prendre une décision comme ce qu'a fait Vital Kamerhe. Non, mais lui ne pourra pas. Hein? Il ne pourra pas parce que c'est un propagandiste. Il est là, ben oui, le propagandiste de M. Chilombo. Il est là pour applaudir, il est là pour le Jalelo, il n'est pas là. Donc pour lui, il peut même dire oui. Ben oui, lui va acclamer. Et vous avez votre micro, vous pouvez aller tendre votre micro, il va vous donner des explications à dormir debout. Pourtant, il y a en tout cas violation de texte, violation de la Constitution. Et ici, moi j'interpelle plutôt les députés parce que je sais que M. Mbosso, comme toujours, il va faire ce qu'il a toujours fait, c'est-à-dire chercher à défendre M. Chilombo. Mais les députés, s'ils veulent revenir encore, en tout cas à un mandat, ils veulent avoir la confiance de notre peuple, ils doivent tirer les choses au clair et prendre leurs responsabilités, faire en sorte que les troupes ougandaises n'entrent pas en République démocratique du Congo, mais surtout sanctionner cet acte qui viole la Constitution, qui peut, à la limite, être considéré comme infraction de haute trahison. On ne peut pas accepter... Est-ce que le scénario des 98 ne risque pas de se répéter? Ou, c'est-à-dire au niveau des Kisangani, il y a eu des troupes ougandaises et rwandaises qui sont battues sur notre sol. Pour leurs intérêts. Voilà, pour leurs intérêts. Parce qu'aujourd'hui, la tension qu'il y a entre l'Ouganda et le Rwanda, et imaginez que le Rwanda aussi demande à ce qu'il puisse aussi entrer sur les sols congolais, il risque encore de se battre comme en 1998. Mais vous aviez vu juste, et je crois que c'est ça la motivation même qui a poussé les constituants à inscrire cette disposition, cet alinéa dans la Constitution de la République démocratique du Congo, de manière à mettre les députés devant leurs responsabilités pour analyser le contour de ces genres de questions. Parce qu'aujourd'hui, nous savons tous que les troupes rwandaises entrent comme ils veulent en République démocratique du Congo. Il y a plusieurs rapports de Nations Unies qui l'attestent, qui les démontrent. L'Ouganda, nous savons qu'ils ont toujours nourri cette volonté, cette envie de se retrouver dans le sol congolais pour piller nos richesses. Mais ils n'ont jamais en tout cas obtenu cette occasion-là. Même Kabila, je insiste parce que je regarde la caméra ici en face, les amis qui gèrent aujourd'hui par défi contre la volonté de notre peuple, ce sont eux qui nous ont dit ici que Kabila était rwandais. Ils doivent aujourd'hui avoir le courage de dire que Kabila, que eux accusés rwandais ici, n'avaient jamais autorisé à ce que Museveni entre officiellement en République démocratique du Congo partant de ses troupes ou de son armée. Mais c'est M. Chilombo qui se trouve être le fils biologique de Etienne Tshisekedi, qui s'est toujours battu contre le Rwanda, contre, en tout cas, l'entrée de pays étrangers en République démocratique du Congo. Mais c'est lui qui autorise de manière officielle à ce que cette armée ougandaise entre dans le territoire congolais, qu'il foule le sol congolais. Ça, nous disons que ça ne peut pas passer. Nous devons tous, en tant que Congolais, nous insurger. Nous devons barrer la route à ces projets qui n'aura pour finalité, chers compatriotes, que de favoriser l'enrichissement illicite de ces troupes ou de cet État, l'Ouganda, dans le territoire congolais. Mais surtout, ça risque justement de faciliter et d'accomplir le projet de la balkanisation. Parce que lorsque nous parlons de la balkanisation, chers frères, il ne s'agit pas seulement de la balkanisation physique. Il y a aussi ce que nous pouvons appeler
la balkanisation économique, et ça commence par ce genre de projet. Lorsqu'ils vont entrer ici, ils vont se taper des concessions minières, ils vont se taper des territoires où ils vont installer leurs compatriotes pour le champ, pour l'élevage et tant d'autres. Lorsque, quelque temps après, vous allez venir pour leur demander de quitter les sols congolais, ils vont vous poser de problèmes. C'est ce que nous vivons avec le Rwanda, c'est ce que nous risquons de vivre avec l'Ouganda. Je crois que si la solution ou le mobile qui a poussé M. Tshilombo à accorder à ce que les troupes ougandaises entrent en République démocratique du Congo, c'est de traquer les ADF. Je pense qu'il serait mieux d'équiper l'armée congolaise en munitions, en tout cas moyens, parce que pour la plupart ne sont pas bien payés. Ils doivent être bien payés, être en tout cas bien équipés en munitions pour traquer ces ADF. Ce n'est pas compliqué. Mais que lui-même, de nous autoriser l'Ouganda d'entrer dans le sol Le chef de congolais. l'État a dit qu'il se sentirait président que lorsqu'il y aura la paix dans l'Est. C'est dans sa vision d'instaurer la paix, non? Mais comment on peut amener la paix en République démocratique du Congo? Je ne crois pas que c'est en autorisant un État agresseur de la République démocratique du Congo, reconnu par un arrêt de la Cour internationale de justice, de nous amener ses troupes, son armée sur le sol congolais. Je crois que ce n'est pas ça apporter la paix en République démocratique du Congo. La paix peut se trouver si jamais nous équipons l'armée congolaise, nous mettons à leur disposition les moyens, les munitions pour traquer toutes ces forces négatives. Donc je crois que la solution passe par là. La solution ne peut pas passer par un accord entre un État agresseur et nous, la République démocratique du Congo, encore que nous savons le mobile, nous savons la motivation qui a toujours nourri l'esprit de M. Museveni. Voilà, merci. Alors, on termine avec vous par le point de presse de la SENCO. Dans un premier temps, on vous a suivi, comme si vous étiez en train de parler du rapprochement qu'il y a entre l'Église catholique et le pouvoir en place, mais le tout dernier point de presse, c'est un éclaircissement. Oui, d'abord... Il n'y a pas de rapprochement. L'Église catholique est restée saine et restée droite dans ses bottes. D'abord, nous saluons ces points de presse, cette déclaration de la SENCO. Ça montre à suffisance que la SENCO ou même l'Église a toujours joué son rôle d'être au milieu, d'être du côté de la population. Et ils l'ont encore prouvé, les pères de l'Église, dans ces points de presse et cette dernière déclaration qu'ils venaient de faire. Nous, ce que nous avions toujours dit, c'est que le processus électoral actuel est entaché de plusieurs irrégularités. Notamment, nous dénoncions le fait que la loi organique n'a pas été consensuelle, n'a pas recueilli les avis et considérations de toutes les parties prenantes. Et à l'époque, nous avions demandé à l'Église de ne pas prendre part à ces processus qui consistaient à désigner l'animateur de la CENI parce qu'il était de son devoir partant de la loi. Et aujourd'hui, l'Église vous a suivi, l'Église s'est retirée des confessions religieuses. Alors, c'est une avancée. Non, mais je crois que c'est une avancée dans ce sens que l'Église a pour mission de travailler aux côtés de la population. Et aussi, l'Église vous demande à ce que vous ne vous cachiez pas derrière les confessions religieuses. Elle a raison. Elle a raison, et c'est ce que nous avions toujours fait, parce que nous, en tant que Nouvel Élan, nous, je crois que vous aviez suivi même la déclaration du bureau politique de Nouvel Élan signée par l'initiateur du parti, Adolphe Muzito. Nous disions la même chose, que nous devons nous retrouver aujourd'hui dans le cadre de forces sociales et politiques pour avoir un cahier des charges clair. Parce que nous ne voulons pas justement donner l'impression que nous étions là pour se cacher derrière l'Église. Parce que nous, en tant que la Mouka, nous avions l'avantage de dénoncer ou de revendiquer la dépolitisation de la CENI. Depuis, nous avions mené des actions, nous avions présenté même nos propositions de loi organique et autres
pour montrer le chemin que nous voulions de cette CENI dépolitisée. Aujourd'hui, nous sentons qu'il y a de forces sociales qui ont rejoint cette dynamique dans le cadre de forces sociales et politiques initiées par les laïcs catholiques et protestants. Nous sommes d'accord, mais nous disons que nous devons avoir un cahier de charges commun, lequel cahier de charges permettra à ce que nous puissions avoir dans la même direction, une même vision pour combattre dans le sens de dépolitiser la Commission électorale nationale indépendante. Merci beaucoup, M. Blanchard Mungoma. C'est à moi de vous remercier. De votre passage. Merci beaucoup. Tout de suite, on va parler de la sécurité sociale avec John Lungila. Chaque fois qu'un Moulouba est nommé quelque part, c'est là, des autres tribus ont l'impression que finalement, ils ont un régime Yabalouba. Et moi, je ne suis pas d'accord avec cette question. IGF est allé pester sur invitation du ministre Antonio Mamba. Il n'y a rien. Le problème, c'est qu'il y a des agitations, peut-être la manipulation aussi. Moi, en tant que Quinois, je constate effectivement qu'à Kinshasa, ça ne va pas. L'IGF a dit que l'OVD, via Foner, a détourné 13 millions de dollars. Il n'y a pas eu de détournement. Une route n'est pas comme l'omelette. Vous la cassez dans les 2 minutes qui suivent, vous la mangez. Non. C'est sur Télé 50 et nulle part ailleurs. Lungila, John Lungila, bienvenue. Merci. Voilà, vous allez bien? Oui, je vais très bien, je crois que vous le constatez. Plusieurs casquettes. Aujourd'hui, on voit dans la sécurité sociale, qu'est-ce qui vous anime? Tantôt dans la politique, tantôt. Vous êtes au niveau de l'EPST, tantôt vous êtes au niveau du Sankourou, tantôt vous êtes au niveau de l'Assemblée provinciale. Plusieurs casquettes à la fois. Ce qui est bien, on est toujours en République démocratique du Congo. Oui, peu importe. Sankourou, c'est comme Kinshasa, ce sont des provinces. INSS, c'est comme le ministère de l'EPST que vous citez, ce sont le service étatique. Donc, je suis congolais. Parce que quand vous parlez déjà de l'INSS, je prends mon temps à étudier, à suivre la gestion de la Res Publica et toutes les structures étatiques. C'est un comité provisoire. Ça ne doit pas vous mettre mal à l'aise. C'est un comité intérimaire, non? Effectivement, il y a un directeur général intérimaire à la tête. Il est limité, non? Il travaille. Il est limité. Ça dépend, ça dépend. Mais il est limité. Par rapport... Parce que quand vous êtes intérimaire, vous avez des limites. Vous n'avez pas le plein pouvoir, comme celui-là qui a été nommé. Vous savez, la Caisse nationale de sécurité sociale existe depuis juin 1961, sous INSS, comme on l'appelait à l'époque. Mais peu importe, comme vous voulez bien, parce que vous pensez que s'il y a un intérimaire à la tête, il est limité. Oui, il est limité, et ça c'est vrai, mais par rapport aux missions assignées à l'entreprise, le numéro 1 est appelé à faire son travail, à prouver de quoi il est capable. Vous savez que la cotisation sociale et les paiements sociaux pour lutter contre la précarité des assurés de la Caisse nationale de sécurité sociale qui font face à des accidents de travail, soit maladies professionnelles, c'est ce qui doit se faire et continuer à être fait malgré ce qui peut apparaître comme régime intérimaire, problème, crise et tout ce que vous savez. D'ailleurs, à un moment donné, à l'INSS, il y avait des tensions au niveau des agents, des revendications, mais à la tête, il y avait un responsable confirmé, mais qui, à un moment donné, n'arrivait pas à apporter de solutions durables au problème. Aujourd'hui, bien évidemment, il y a un directeur général intérimaire qui a déjà totalisé 200 jours, si je me trompe, et je pense que si vous essayez, je dis bien si vous essayez. Ça peut faire 6 à 7 mois. Vous êtes journaliste d'investigation, prenez le temps d'enquêter sur les 200 jours passés par l'actuel directeur général AI, le docteur Jean-Simon Fouti Kiakou. Vous allez constater que des réalisations, que de bilans positifs dans le sens de mettre les travailleurs à l'aise. Quelle réalisation? Parce qu'à chaque fois quand vous passez là-bas, vous essayez de demander, non,
un peu limité, il est limité, c'est un intérimaire, il n'a pas le plein pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait de concret là? Parce que c'est presque le même problème qu'il a pu trouver. Et d'ailleurs, son prédécesseur ou la dame qui était là a été meilleure. Non, je vais vous dire, évitons la polémique. C'est vrai, Agnès Mouad est partie. Elle a laissé derrière elle le passif et l'actif. Déjà, je vous informe qu'il y a quelques jours, il s'est tenu au Togo des assises. Je ne voulais pas dire des assises, mais une sorte de séance de travail entre le DGAI de la CNSS RDC face à l'équipe de ce qui apparaît comme l'association de CNSS au niveau continental. Parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu une mission d'audit, quelques mois, disons 2 mois, une mission d'audit qui était ici chez nous, initiée par la structure continentale. À l'époque, c'était sous Madame Agnès Mouad. Et cet audit a fait plusieurs révélations, surtout dans un sens négatif. Et comme de coutume, quand il y a une mission d'audit, après, il y a une séance de confrontation. Et donc, la République était conviée à cette séance de confrontation. Continuité de la gestion de la République oblige, c'est le DGAI, Jean-Simon Kiakou, qui est allé répondre à cette invitation au Togo. Bien évidemment, il a défendu l'image de la République en dépit de quelques éléments négatifs relevés contre la CNSS RDC, mais il a porté haut l'image de la République, tant bien même que ce n'était pas sous son régime. Mais vous avez posé une question qui apparaît très, très pertinente et intéressante, mais laissez-moi vous dire que celui que vous ne semblez peut-être pas connaître, c'est un médecin de formation avec plusieurs spécialisations. Il a été pendant 5 ans médecin directeur de la CNSS. Il a été directeur provincial de la CNSS provinciale au niveau du Congo central. Donc aujourd'hui, directeur général AI, c'est un fils maison qui a pratiquement gravé tous les échelons grâce à un travail, à un exploit de travail bien fait. Aujourd'hui, parce que vous posez une question sur ce qui apparaît comme réalisation, je peux vous en citer quelques-unes. Allez-y. Je peux vous en citer quelques-unes. Permettez-moi, parce que ce sont des réalisations et il y en a nombreuses. Il y en a nombreuses. Je peux vous citer quelques-unes. Il y a par exemple la révisitation de la convention collective qui a été renégociée dans le sens de mettre à l'aise les agents de la Caisse nationale de sécurité sociale. Il y a aussi le relèvement du montant minimum de la pension de vieillesse qui est passé pratiquement de 45%, si vous aimez bien les chiffres, de 220 000 à 320 000 francs. Donc il y a eu relèvement de 45%. Il y a eu augmentation de frais de transport alloués aux contrôleurs de la Caisse nationale de sécurité sociale. On parle d'une augmentation de 150%. Sous son impulsion et sa détermination, je vous ai parlé tout à l'heure, la nouvelle convention collective révisée qui a été signée entre le parti. Aujourd'hui, cette convention qui a pris en compte la majorité du désirata des agents de la CNSS, il y a la révalorisation du salaire des agents de la NSS. Il y en a beaucoup, peut-être on va l'évoquer prochainement, comme pour vous dire, la personne que vous semblez un peu ignorer les réalisations, les accomplissements, est en train d'abattre un travail de titan pour mettre au centre de son action les pensionnés. Et parce que, comme je viens de vous dire tout à l'heure, la Caisse nationale de sécurité sociale, c'est une structure de l'État qui est bien évidemment en charge de la sécurité sociale avec une mission précise de recouvrement des cotisations sociales et de paiement de prestations sociales pour lutter contre la précarité de ces assurés, tous ces pensionnés qui font face à des cas de maladies professionnelles, à des cas des accidents au niveau du travail. Et Jean-David Kilolo, je n'ai pas l'apanage, le monopole de constater ce qui s'est fait au niveau de ces services de l'État. Vous pouvez également faire la même chose pour constater ce qui est en train de se faire au niveau de cette entreprise. Voilà, est-ce que le fait d'être un médecin, ce n'est pas un handicap pour le DGAI?
je viens de vous rappeler tout à l'heure. Parce que la différence avec le 2G et le docteur Jean-Simon Fouti-Kiakou, c'est que c'est un enfant, c'est un fils maison. C'est un fils maison. CNSS. De CNSS, bien évidemment. Je venais de vous dire tout à l'heure qu'il a été pendant 5 ans médecin directeur de la CNSS. Il a été à la tête de la CNSS provinciale au niveau du Congo central pendant des années. Et donc, c'est quelqu'un qui maîtrise le rouage, qui connaît bien les missions de la CNSS. Aujourd'hui, il est directeur général AI, il fait ses travaux, il continue à travailler parce que c'est un bosseur, c'est un travailleur, un homme de rigueur, un manager qui orienté vers le résultat. Et les résultats que nous constatons tous aujourd'hui, c'est vrai, ce n'est pas un fin communicateur. Et il n'aime pas autant communiquer sur des actions qu'il est en train de mener, de poser, d'initier au niveau de la CNSS. Mais les réalisations sont à compter. Qu'est-ce que vous a beaucoup plus, pour terminer, qu'est-ce que vous a beaucoup plus intéressé à pouvoir un peu s'intéresser, à pouvoir scruter ce qu'il a fait? Vous êtes tombé sur CNSS. Quel est votre intérêt particulier par rapport à ça? Il y a beaucoup de structures. Il n'y a d'abord pas d'intérêt, il y a d'abord ces regrets, ces constats amers. Parce que à un moment donné, l'homme était l'objet d'attaque, il a été vilipendé, insulté par ses détracteurs. Généralement, on passe toujours par des médias, on passe toujours par des journalistes pour attaquer des managers qui travaillent bien, qui rendent service convenablement à la nation. Et j'ai été curieux de savoir si c'était réellement vrai, tous ces insultes, toutes ces attaques, toutes ces critiques négatives dont il faisait l'objet. Je rencontrais les contraires. Et voilà pourquoi j'ai décidé en âme et conscience de dire un mot sur cette entreprise. Vous aviez mené des recherches? Effectivement, autant, et je continue d'ailleurs à mener ces recherches pour faire constater à l'opinion que nous avons à la tête de la Caisse nationale de sécurité sociale un manager orienté vers le résultat positif, un fils maison au service de la nation, l'homme qui est venu apporter un souffle nouveau au niveau de la CNSS. Aujourd'hui, vous pouvez poser une question aux agents et cadres de cette entreprise. Ils vont vous dire qu'ils ont l'homme qu'ils attendaient depuis des années pour faire avancer la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci beaucoup, John Lungila. C'est moi qui vous remercie. De votre passage, ça n'est fini. Fidèles téléspectateurs, quelques secondes. Si vous me permettez, je voulais saisir l'opportunité pour souhaiter un joyeux anniversaire au premier citoyen de la ville, le président de l'Assemblée provinciale, Godin Mpoy. Voilà, les pasteurs Godin Mpoy à qui nous souhaitons un joyeux anniversaire. Ça n'arrive pas tous les jours dans Kinshasa Direct. Joyeux anniversaire à vous. Voilà, restez branchés sous Télé 50. Tout à l'heure, la grande édition de Grâce à Lambeau. Il sera 20h dans l'est de la RDC.